Notre invité est maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Avec lui, nous allons parler de l'actualité Guinée-Conakry. Le CNRD, pas intimidé par les sanctions de la CEDEAO. Mali, aller vers d'autres horizons s'impose à nous. Ces propos viennent de Sadio Kamara, ministre de la Défense du Mali. Et puis on termine par le Soudan. L'homme de Béchir plane sur la tentative de coup d'État. Maître Éric Emmanuel Sosa, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Mais c'est un plaisir partagé, Michel Tabois. Allez, on commence donc par la Guinée-Conakry. Au lendemain des sanctions de la CEDEAO, la junte militaire actuellement au pouvoir en Guinée a donné une réponse plus claire et directe à l'organisation sous-régionale. Et d'après eux, ils n'ont de compte à rendre qu'au peuple de Guinée. Pour elle, les sanctions de la CEDEAO, ni chaud ni froid. Ce sont des propos forts de la part de la junte au pouvoir en Guinée-Conakry. Oui, cette junte a quelque chose de particulier et elle n'arrête pas de nous surprendre. Bon, espérons qu'elle va continuer dans la même veine et qu'elle ne va pas s'affadir au fil du temps, parce que à l'épreuve du pouvoir, justement, elle va connaître des limites et que parfois aussi elle va être confrontée à de la résistance, parce que ce n'est pas parce qu'elle est arrivée encore toute fraîche depuis 3 semaines qu'il faut tout lui passer non plus. Pas même ses arrogances, parce que parfois elle a le ton un peu arrogant, et je crois qu'il faut de temps en temps lui rappeler que ça ne se passe pas comme ça non plus tout le temps. Bon, maintenant, cela dit, par rapport à la CEDEAO, c'est une organisation qui s'est décrédibilisée, qui dans le cas guinéen notamment a fait montre de... Là, ce n'est plus de poids, de mesure, c'est que pour les mêmes faits, on n'a même pas la mesure de la gravité réelle entre les 3 situations qui sont proposées. Non, 2 dans le cadre de la CEDEAO, mais si on est à l'échelle continentale, le cas tchadien aussi doit rentrer en ligne de compte. Et ici, on se rend compte que finalement, dans le même espace, pour 2 pays voisins, avec à peu près des comportements identiques, on est plus accommodant avec les uns qu'on ne l'est avec les autres. Alors, il faut se poser la question du pourquoi cette dureté qui se veut exemplaire, mais en fait qui n'impressionne même pas du tout, parce que c'est la réponse de la jeune, c'est même pas peur. Il faut à ce moment-là qu'il revisite le catalogue des sanctions, parce que proposer à des gens qui n'ont pas pour habitude de voyager et qui n'ont pas intérêt spécialement à voyager, à avoir des comptes à l'étranger, que comme sanction de leur comportement, ils vont être privés de visa ou de billets d'avion. Ça fait un coup d'épée dans l'eau. Dire qu'on va geler leur compte quand on sait qu'ils n'en ont pas, ou quand ils l'ont dit d'ailleurs, nous n'avons pas de compte à geler. Voilà, donc du coup, maintenant, quel autre langage la CEDEAO va pouvoir tenir? C'est le papa à la maison qui menace de punir l'élève, l'enfant qui est élève, s'il n'a pas de bons résultats à l'école, mais qui va dissoudre l'écolage dans des liqueurs en compagnie du professeur ou du maître d'école dans les bars. Donc du coup, l'enfant dit, mais t'es marrant de me reprocher mes résultats scolaires, mais tu paies même pas mon écolage. Alors, comment veux-tu que j'ai de bons résultats à l'école? Voilà un peu la situation, et c'est d'un ridicule achevé, et malheureusement, ça ne donne pas beaucoup d'autorité à la CEDEAO, qui va être de moins en moins écoutée, parce qu'il faut voir l'accueil que le peuple de Conakry a réservé à la CEDEAO lors de leur visite. Notamment au président Alassane Ouattara et au président d'inspection. Oui, bien sûr. Ils ont été hués, littéralement. Parce que vous avez un peu comme l'inspecteur général qui arrive et qui lui-même a été pris la main dans le sac de la commission des mêmes forfaits qu'il est venu inspecter. Attendez, il est hué par
peux aller sur Rodalran qui disent mais non mais oh, monsieur l'inspecteur, on vous a vu récemment, vous avez fait pire. Alors, on voit pas ce que vous viendrez de nous chanter comme chanson. On connaît votre mantra, c'est pas la peine. Ouais. Allez, ciao. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Donc du coup aujourd'hui ils vont faire quoi? Ils vont mettre quel autre mode de sanction en alternative? Il n'y a pas. Alors, est-ce que la junte peut tenir jusqu'au bout? Pour l'instant, elle est droit dans ses bottes, hein, la junte guinéenne. Tellement que, si vous voulez, ce qui m'a toujours surpris, c'est que même l'opposition guinéenne a l'impression de l'avoir adoubé, quoi. On est Embrassons-nous Folleville. Ouais. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. L'opposition, elle n'avait pas le choix parce que elle a été tout le temps embasillée par le pouvoir d'Alpha Condé. Donc, c'est un moyen pour elle de sortir de l'étau d'Alpha Condé. Mais c'est bien ce que je dis. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des hommes d'État, ce sont des hommes de circonstance, et en tout état de cause, des petits hommes de parti, chefs de parti. Parce que, non, ce qui se passe est quand même assez grave, et il faut en mesurer la profondeur. Il s'agit de mode inconstitutionnel et illégal d'accession au pouvoir. Entendons-nous bien. Quand la junte dit « c'est au nom du peuple que j'ai agi », je ne sais pas, enfin je ne sache pas qu'ils ont consulté le peuple avant de faire le coup du 5 septembre. D'accord ? Qu'on se mette bien d'accord dessus. Et s'ils avaient raté le coup, je ne suis pas sûr que le peuple aurait pleuré sur leur sort. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Le peuple, on l'appelle à témoin et on l'implique ou on le rend bon gré, mal gré, co-auteur de forfait, parce que ça reste quand même un forfait. Et soyons d'accord dessus. Un coup d'État, c'est quand même une maladie, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et avant d'applaudir à un coup d'État, il faut d'abord s'assurer que ce qu'on est en train de condamner, c'est-à-dire le pouvoir qui est déchu, d'accord, ne va pas se retrouver substitué par quelque chose qui sera pire. On l'a vu tout le temps. Écoutez, tous les dictateurs, anciens ou nouveaux, en Afrique noire, qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État, ont d'abord été applaudis. Hein. Prenez le cas de Mobutu, prenez le cas de Bokassa. Ils ont tous été applaudis. Ils ont tous été applaudis avant de devenir les monstres qu'ils ont été. Idi Amin a été acclamé quand il a fait son coup d'État contre Milton Obote. Vraiment. Alors, il faut vraiment avoir présent à l'esprit que c'est les mêmes qu'on acclame aujourd'hui qui deviennent les bourreaux de demain. Donc, soyons d'accord sur une chose. Quand on leur donne l'impression que c'est un mode, on va dire, à la mode d'accéder au pouvoir, il faudrait qu'on s'apprête aussi à subir après les coups de botte dérivants. C'est ça le problème. Vous avez à l'idée Moussa Dadis Camara. Bien évidemment, bien évidemment. Et attention, parce que n'est pas Sankara qui veut, n'est pas Rollins qui veut. Ces deux-là ont marqué l'histoire par la fulgurance de leur veine révolutionnaire. Ils ont vraiment changé le cours des choses. Ils ont métamorphosé leur pays à jamais. Et ils disent que Rollins est leur référence. Oui, bon, enfin, il suffit pas de le dire. Il faut agir comme Rollins. Rollins, en son temps, attention, ceux à qui il a fait le coup, il y a longtemps déjà, en 3 semaines, qui savaient quel était leur sort. Il y avait déjà des dossiers contre eux. On savait pourquoi il fallait absolument qu'ils passent devant les tribunaux. Cela, pour l'instant, bon, à part interdire aux gens de voyager, à part saisir des passeports, on ne sait pas, et promettre à la justice que désormais elle aura les mains libres, le jour où la justice s'avisera de justement demander des comptes à leurs collègues de caserne, enfin à leurs camarades de chambrée, hein, comme on dit, je ne suis pas sûr que enfin, la chanson sera la même. Hein. Au même moment, maître, on se dit la Guinée vit dans une communauté.
on se dit qu'il y a la Côte d'Ivoire, juste à côté, il y a le Libéria, il y a la Sierra Leone, et il y a d'autres nations. La Guinée ne peut pas vivre seule. Si ces militaires disent qu'ils s'en foutent éperdument des sanctions de la CEDEAO, ça devient inquiétant. Bah, écoutez, qu'est-ce qui se passera si demain matin, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, dit qu'il a l'intention d'aller rendre visite à son homologue libérien? Et qu'il... Il y a déjà interdiction de voyager. Bah, écoutez, qu'est-ce qui se passera s'il demande à rendre visite à son homologue libérien? Et qu'il est dans de bonnes dispositions pour l'accueillir. Il sera exclu aussi de la CEDEAO? Qu'est-ce qui se passe s'il a envie d'aller voir le collègue malien, enfin, qui a fait le coup avant lui? Ils sont là en pure camaraderie. Le Mali, on dit déjà frappé. Donc bon, c'est bon, déjà frappé par la CEDEAO. Il y aura une autre sanction. Ils vont pas doubler la sanction. Carton rouge déjà. Bon, ben ça va. Maintenant, au moins, je peux plus jouer sur le carré vert, mais je peux au moins aller me promener. Alors je vais chez mon ami qui a déjà eu carton rouge aussi. Bon, entre carton rouge, on s'entendra. Donc vous voyez que, en fait, faut pas se couvrir de ridicule. Ils n'iront pas en Côte d'Ivoire, ça c'est sûr. Ils n'iront pas au Ghana non plus. Ouais. Mais dans l'espace, attendez, interdiction de voyage dans l'espace CEDEAO. S'il veut aller au Tchad, il a un camarade là-bas aussi. D'accord? Ouais. Bon, entre camarades de chambre, on s'entend. On va dire non, l'avion ne survolera pas l'espace de la CEDEAO. Bon, il contournera les mers, il passera par la Libye, il atterrera à N'Djamena, il ne se passera rien. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des ramina grobis, quoi. Ça ne veut rien dire. Sur le papier, oui, mais dans les faits, non. Dans les faits concrets de la réelle politique, non. Donc, faut quand même calmer ses nerfs. Hein. Alors, vous pensez qu'il y aura consensus entre la CEDEAO et la Guinée, tôt ou tard? Écoutez, qu'il y ait consensus ou pas consensus entre la Guinée et la CEDEAO, c'est ce que veulent faire les poutistes. Oui, les poutistes. Enfin, je veux pas les appeler je veux pas les réduire à ça. Ouais. Je dis les tenants de la nouvelle donne en Guinée. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Il y a quelque chose, un fait majeur. Les faits criminels qui se sont produits le 28 septembre 2010. Ouais. Que personne, y compris Alpha Condé, n'a pas su sanctionner. Ça, je pense que, pour moi, le fait fédérateur qui va propulser complètement la popularité de la junte dans le cœur des Guinéens, ce serait de faire le procès des auteurs de ces actes abjets et ignobles au stade... déjà, il parle du retour de Moussa Dadis Camara. Est-ce qu'il prépare donc le terrain à ce procès? Alors, retour, j'espère, en tant qu'inculpé et accusé. Pas retour en tant qu'ancien camarade qu'on vient accueillir à l'aéroport pour lui dire qu'il est amnistié. Tous les honneurs. Écoutez, bon, alors, ça les regarde. Moi, je ne suis pas... impliqué dans, enfin, intellectuellement, je comprends pas comment est-ce que la chose est même admissible. Cet homme a commis des choses ignobles contre les populations guinéennes. Il est en exil depuis plus de 10 ans et maintenant on le reçoit avec les honneurs. Pourquoi il mérite les honneurs? Pour avoir fait les massacres du 28 septembre, au stade du 28 septembre. C'est ça, c'est pour ça qu'on le reçoit. Alors s'ils font ça, à mon avis, ils seront déçus immédiatement. Parce que les gens, la plupart des Guinéens sont sensibles à ce sujet. Et ceux qui en ont été victimes et qui ont applaudi le 5 septembre ne sont pas prêts à dire bravo si jamais ils commettent ça. Alors là, on rentre dans la bavure. Vous voyez, ça c'est... le moyen le plus sûr de s'assurer l'inimitié et l'impopularité. Donc, non, j'espère qu'ils ne le feront pas, parce que si c'est ça le projet, alors c'est pas la peine. Alors, on va quitter le pays de Mamadi Doumbouya pour celui de son ami Assimi Goïta. Florence Perli m'a rencontré ce matin à mon département dans le cadre de la coopération et une éventuelle rumeur sur Wagner. Nous estimons que nous ne répondons pas aux rumeurs.
nous tenons à notre souveraineté, sont pour préserver notre intégrité. Alors, aller vers d'autres horizons s'impose à nous. Notre seul souci, c'est de protéger notre population. Ces propos viennent du ministre de la Défense du Mali. Oui. Et ils sont surprenants. Parce que... non, mais c'est vrai, ils sont surprenants. Enfin, ça ressemble à quelqu'un qui est dans l'eau. Il est au fond du marigot et qui vous parle de la pluie dont il a peur. Qu'est-ce qui va se passer avec Wagner? Le Mali sera mieux défendu avec des mercenaires? C'est ce qu'il pense. Bon, alors quel est le coût d'un mercenaire? Et bon, à la longue, si les mercenaires commencent à mourir au front et qu'on trouve encore des gens pour les suppléer, à quel montant à peu près sera évalué le prix du sang? Bon, si on a plus d'argent dans les caisses pour payer les mercenaires, avec quel bien des Maliens va-t-on payer en retour cela? On se plaint que la France occupe le Mali, que la France exploite les ressources maliennes. D'accord. À tort ou à raison? On peut en parler, tout au moins. Mais maintenant, on vous dit, à la place de la France, qui n'a pas démontré une grande efficacité. D'accord. Ça aussi, on est d'accord dessus. On va lui substituer des gens qui ne sont plus représentatifs d'une nation, et qui sont des gens qui s'offrent au plus offrant, quoi, hein, qui offrent leur vie contre de l'argent. C'est une forme de prostitution, en quelque sorte, mitraillette à la main. Bon. Et c'est avec ça qu'on va espérer résoudre le problème de l'insécurité dans certains territoires maliens, alors que nous avons une armée qu'on ne pense pas équipée et formée. Bon, on préfère aller payer des mercenaires pour défendre la nation. Et ils disent, nous n'avons de compte à rendre qu'à la nation malienne, au peuple malien. Mais attendez, franchement, là par contre, pour le coup, je pense que le peuple malien, qui est le premier employeur de ces gens, devrait leur dire qu'ils sont incompétents et qu'il faut les virer. On ne fait pas un coup d'État pour aller chercher des mercenaires pour défendre le pays, quand même. Et c'est ce qu'ils avaient dit lors du second coup d'État, c'est pour défendre l'intégrité du Mali. Oui, bon, allez, ils étaient mécontents parce qu'on n'a pas nommé dans le gouvernement des gens qu'ils voulaient. Donc le Mali, l'intégrité du Mali était en danger parce qu'on n'a pas nommé comme ministre des gens qui leur plaisent et qui voudraient voir au gouvernement. C'est ça le problème? Alors, vous pensez, comme l'Azawad, que le temps est là pour pouvoir former l'armée malienne pour qu'elle puisse aller au front? Mais si on me disait, écoutez, on a eu quasiment 11 ans de présence française, enfin bon, non, 9 ans plus précisément, sans véritable succès, on va essayer autre chose. À la limite, on va essayer l'armée russe. Vous comprenez ce que je veux dire? On va faire des alliances diplomatiques et militaires avec la Russie pour que la Russie nous envoie ses militaires, instructeurs et opérationnels sur le terrain. À la limite, je peux le comprendre. Et là, qu'on aille chercher des sociétés militaires privées, alors ça pose un sérieux problème. Et ça pose même des problèmes de souveraineté. Parce que parler de souveraineté, quand on va confier la défense de son territoire à des privés contre de l'argent, ce n'est plus de la souveraineté. Votre problème, c'est donc cette société Wagner et non la Russie. Parce que Vladimir Poutine lui-même l'a dit qu'il ne reconnaît pas cette société Wagner. Oui, allez, qu'elle soit de nationalité russe, est un fait. Mais qu'on préfère aller contracter avec elle plutôt que même de rechercher. Alors on me dirait, pourquoi pas? L'Union européenne est au Mali. D'accord? Parce qu'il y a des contingents norvégiens, allemands qui sont déjà là. Oui, on sait ça. Bon, à la limite, si on veut changer d'alliance, allons clairement voir les Turcs, allons voir les Russes, pourquoi pas? Là, non. Même les Iraniens, ils savent faire la guerre. Ils ont de très, très, très bons soldats.
des techniciens qualifiés. Parce qu'ils l'ont montré longtemps contre même l'armée américaine. Mais là, on nous dit, on va aller chercher des mercenaires. On ne sait pas quelle est leur efficacité même. Ce qu'ils ont montré en Afrique que nous connaissions, c'est en Centrafrique. Ils sont partis la queue entre les jambes après avoir violé les filles et commis des exactions totalement inqualifiables. Et c'est ceux-là à qui on veut confier le sort du Mali, en disant que c'est une question de souveraineté. Mon Dieu! Non, il y a un problème. Alors, on passe au Soudan. D'après Khartoum, plusieurs unités de blindés militaires auraient tenté de prendre le contrôle de la télévision publique et des quartiers généraux de l'armée, donc de faire un coup d'État, et l'ombre de Béchir plane sur cette tentative de coup d'État. Maître? Oui. Bon, l'ombre de Béchir, ça, ce sont eux qui le disent. Voilà. Bon, est-ce que ce n'est pas une communication? C'est ce que je crois. Bon, on a arrêté quelques officiers. Entre officiers, parfois on a des bisbilles qu'on règle sous... Et c'est le moment de les régler. Oui, c'est ça. On règle des comptes sous... en toile de fond, des coups d'État ratés. Le coup a raté. Bon, on ne sait pas quelle ampleur il était préparé, on ne sait pas qui sont derrière, mais comme c'est raté, mais ce sont ceux qui le dénoncent, qui disent ce qu'ils ont vu et qui nous présentent les pièces à conviction, qu'on n'a pas vu pour l'instant, en dehors des déclarations. Alors, bon, je ne vois pas trop ce que Al-Béchir vient chercher dedans. Il est en prison et bien tenu. Et forcément, oui, après avoir régné pendant autant d'années, il a encore des partisans, c'est clair. Dans l'armée aussi, dans la population aussi. Il s'agit de réussir une transition. Proposez-nous des choses, réussissez la transition et restituez le pouvoir aux civils comme on vous le demande. Comme ça, on rentrera dans un ordre normal, conforme au mantra de le pouvoir aux civils et les militaires pour... gouverner, pour accompagner les civils en protégeant les institutions et les populations et les territoires. C'est ça la mission classique qui est assignée à des armées. Bon, on ne sait plus faire ça en Afrique. J'ai l'impression que alors, maître, on va analyser cela sous deux prismes. Au prime abord, supposons que c'est un simulacre de coup d'État. C'est possible. Oui, en tout cas, jusqu'à présent, écoutez, si vous me parlez de coup d'État, montrez-nous les actes préparatoires, montrez-nous les éléments qui permettent d'analyser l'intention de coup d'État, montrez-nous les auteurs. Et là, on a dit qu'on a arrêté quelques officiers, et on dit que c'est un coup de Al-Béchir. Mais qu'on détient, hein, et dont même les visites sont contrôlées, y compris celles de ses avocats. D'accord? Mais il serait capable, dans ces conditions, de préparer un coup d'État ou de... franchement, il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des cons à ce point, quand même. Alors, le second prisme, si c'était vrai, que ce sont ceux qui sont liés, les irrésistibles de Omar Hassan El-Béchir, qui sont derrière cela. Pourquoi il le ferait maintenant? Pourquoi il le ferait maintenant? Maintenant qu'on est en voie de parachèvement de la transition, il voudrait faire capoter la transition pour faire quoi? Pour revenir à l'ordre ancien? C'est impossible. L'histoire, de temps en temps, a des cours irréversibles. Il faut s'y habituer un peu. Alors, à ce moment-là, c'est une sorte de coup de semonce. C'est un barreau d'honneur de quelques officiers totalement éperdus et qui sont à la dérive, quoi. C'est tout. Mais autrement, non, je vois pas... coup d'État. Certains pensent également que c'est aujourd'hui l'attachement du Soudan aux Occidentaux qui peut aussi amener cela, et qui peut conduire ces irrésistibles à être irrités contre le pouvoir actuel. Alors, s'ils sont irrités, par exemple, en langue avec les autorités actuelles et autres. Alors, s'ils sont irrités par l'attachement de la junte, le pouvoir transitionnel à l'Occident, ils proposent quoi?
ils ont le droit hein, de ne pas aimer l'Occident. Bon, enfin, vous savez, Boko Haram a dit tout ce qui est occidental est péché. Alors qu'ils disent que c'est péché de s'allier à l'Occident et de choisir autre chose. Longtemps, le Soudan a eu toujours comme grand allié. Gafael Nimeri était un allié des Américains. Bon, c'était pas tabou à l'époque. Bon, aujourd'hui, Al-Béchir même, jusqu'à ce que la CPI lui court derrière, à cause des histoires du Darfour, il était assez bien avec les Américains. Alors pourquoi aujourd'hui, des gens qui se réclameraient de lui viendraient dire que c'est parce que on a un penchant pour l'Occident, que ça devient un casus belli? Non, c'est pas très crédible, ça. Déjà, il y a 10 officiers qui sont arrêtés avec plusieurs soldats. Vous pensez qu'on va en profiter pour faire des purges au sein de l'armée? Alors, bon, qu'on fasse des purges au sein de l'armée, ça s'est vu partout. Maintenant, on purge qui? C'est là la question. Si c'est les sicaires habituels, les conservateurs bornés qu'on est en train d'éliminer, parfois il est bon de faire le ménage. D'accord? Mais si c'est uniquement des gens à qui on en veut pour des raisons d'appartenance ethnique, etc., non, ce n'est pas acceptable non plus. Donc, quand on dit purge, oui, je veux bien. Mais de temps en temps, vous voyez, il y a des actions détersives dans des institutions comme les armées qui doivent être menées lorsqu'on est en train de changer de dogme. Le mantra nouveau est arrivé, il s'agit d'éviter qu'il soit remis en question. Voilà. Mais si c'est juste pour permettre à certains officiers de régler des comptes, parce que bon, il a tendance à trop lorgner le décolleté de ma maîtresse ou des trucs comme ça, alors on va aller purger. Non, c'est pas. Pour toutes les raisons possibles, on peut faire des purges. Même imaginaire, on peut faire des purges. Donc quand on dit des purges, je me méfie toujours de ceux qui sont les cibles des purges et de ceux qui entreprennent les purges. Dans tous les cas, maître, cette tentative de coup d'État prouve à suffisance que le Soudan, ce n'est pas encore cela. Non, attendez, non, moi je ne crois pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, la tentative de coup d'État, dans son énoncé et, disons, les quelques éléments de communication qui l'ont accompagné, pour moi, la tentative est suspecte. Voyez-vous, par le coup d'État lui-même. Parce que, pour l'instant, c'est un coup d'État dont personne n'a vu même l'ombre. Voyez, on a dit, on a arrêté des gens. De quoi les accuse-t-on? Quels sont les faits? Ils ont commandé quelle arme? Quel type d'armes? Ils ont réuni des armes dans quel puisard? Bon, au moins, qu'on me dise, on les a trouvés la main dans le sac. Ou dans la maison d'un général, on a trouvé tel arsenal, telle cargaison. Là, je dirais, attention. Mais on ne nous dit pas ça. Il n'y a rien. C'est-à-dire, à part l'annonce d'un coup d'État raté et l'arrestation de quelques officiers, on ne nous dit pas exactement les faits pour lesquels on les soupçonne d'avoir fomenté un coup d'État. C'est pour ça que je suis très méfiant par rapport à cette annonce de coup d'État. Voilà. Merci beaucoup à vous, maître Eric Emmanuel Sosa. Infini merci à vous. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient pour Regard Croisé.